avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Émission numéro 50, la 50e pour LSD, le MAG. Déjà, merci à Télé Grenoble de nous supporter, de nous accueillir depuis un peu plus d'une saison. Merci également à vous, toutes et tous, qui êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre. Je suis très fier d'être avec vous ce soir et d'être avec une équipe de bras cassés que je vais vous présenter aujourd'hui, en commençant par le plus jeune, mais le plus poilu des trois, Mathieu Brosseau. Salut Mathieu. Salut Hugo, salut à tous. Ouais, un petit déplacement à Toulouse, sympa avec les Ours de Villars. T'en as regardé des bons souvenirs ? Du match en lui-même, oui. De l'accueil à la patinoire toulousain, non, pas du tout. Un super mauvais accueil des Toulousains. En parlant d'accueil de la patinoire, nous allons parler de Sébastien, l'énorme, l'immense Riglé. Salut Seb. L'énorme. Oui, salut, ça va ? Tu vas bien ? Oui, ça va, effectivement. Week-end Coupe de France pour toi. Ouais, week-end foot, on se rabat sur le football du coup. Et il y avait un beau match, notamment qu'on a suivi, on en reparlera tout à l'heure, Cessiné, qui recevait une équipe de Ligue 2. À deux doigts du plus bel exploit peut-être de la décennie, voire plus, en Coupe de France. Et enfin, on termine par la star, El Pantalone, comme on l'appelle dans la Drôme, d'où il vient, Clément Chaussat. Salut Clément. Salut Hugo, salut à tous. J'ai eu un doute à un moment donné sur ton prénom. Alors, j'ai profité de cet instant qui est un moment solennel pour m'adresser à vous. Dédé Chaussat, Dédé Chaussat qui est la mamie Chaussat de Clément. Et les autres ? Non, c'est mamie Chaussat aujourd'hui. Il faut que vous soyez au courant que votre petit-fils n'est pas exactement ce qu'il vous dit. Voilà exactement ce qu'il est quand il n'est pas à l'émission. Complètement, les BDL ça va, pour eux, le chef 38 aussi, je me suis enflammé si vous voulez voir les images. Moi j'ai le boulard, j'ai le boulard depuis... C'est moi qui te l'ai donné, connard. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Par contre la table faut la décaler. Un tuyau qui m'a pété à la gueule. Il a croisé ma machin et... Boulard. Allez, boulard. Voilà, c'était l'instant Clément Chaussat. Il en fallait un. Les gars, je suis désolé de vous le mettre à côté toutes les semaines. Et sans transition, on passe tout de suite au Flash LSD. On a vraiment dominé devant, on a été à la hauteur de l'événement devant. Je pense qu'on a vraiment fait une grosse prestation, que ce soit sur les mauls pénétrants qui nous ont permis de marquer des essais et en mêlée où vraiment on a été ultra dominateur. D'ailleurs l'arbitre a sanctionné l'équipe de Bourg à plusieurs reprises à cause de ça. Ouais. À la fin, c'est un sentiment cruel quand même avec la déception de perdre ce match. C'est un petit peu sur un coup du sort, un coup franc, on va dire au moins généreux, et puis un ballon contré. On n'a quasiment pas concédé de situation de but au moins dans cette première mi-temps. Un peu plus quand on s'est livré en deuxième partie. Mais voilà, en se livrant, on a aussi eu pas mal de situations. Et voilà, les regrets qu'on peut avoir, c'est aussi de ne pas les avoir concrétisés malheureusement. Premier tiers sorti du bus, on sort à 1-0, on s'en sort bien. Deuxième tiers, un petit coup de mou, ils mettent 2 buts, 2-1. Et puis en troisième tiers, on a su trouver les forces pour aller chercher les 2 buts. Et on a fait une bonne performance derrière pour tenir le match. Et Rob dans la cage a fait un sacré bon match, donc nickel. Non, je pense pas qu'on paye l'entame de match mauvaise. On paye ce qui fait la beauté du basket. C'est marquer des paniers, l'adresse. C'est ça qu'on paye. Au début, au milieu, à la fin, peu importe. Voilà, le basket est un sport d'adresse. Pourtant, Dieu sait que j'aime bien l'aspect défensif. On fait plutôt un bon match contre un adversaire qui était plutôt solide.
Après, on sait qu'avec 2 niveaux de moins, c'est compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait, on s'est battu avec nos armes. Après, on a les occasions, même moi, je rate un immanquable, mais bon, c'est comme ça fait grandir, et voilà, c'est comme ça. Ça arrive, ça va passer. Voilà, vu le monde qui s'est déplacé, vu l'équipe qu'on avait en face, c'est un événement, on a fait ce qu'il fallait, c'est dommage de ne pas récompenser tout le monde, voilà, c'est regrettable, mais bon, ça fait grandir, et c'est comme ça. On est revenu avec le cœur, on s'est envoyé comme des chiens, et on a fait ça proprement en deuxième mi-temps, donc voilà, une fois de plus, très fier des collègues. Voilà, c'était, vous l'avez vu, un week-end marqué par du foot et des belles performances. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle de Bourgoin notamment, mais on va s'attarder sur une autre. C'est la perf de LSD. Clément Chaussat, la perf, tu y étais du côté de Mâcon, c'est Vienne, en fédéral 1, qui s'est imposé chez le leader, tout simplement. Le leader, vice-champion de France la saison dernière, le 16 Vienne, a fait une performance exceptionnelle. Une victoire 12-3 dans des conditions très compliquées. Pour l'expliquer, le buteur a eu le vent contre lui tout le long du match, Sylvain Vernissa, mais malgré tout, ils se sont imposés une très très belle victoire. On peut dire qu'ils ont été à Verny. On va écouter tout de suite les réactions d'après-match. Ouais, on venait sans pression, on avait quand même regardé ce qu'ils faisaient. Voilà, on s'était concentré sur 2 secteurs importants. Face à cette équipe, c'était la conquête et le combat collectif. Et voilà, l'agressivité défensive et la discipline. Donc les conditions se prêtaient en plus à ça, il a plu, c'était difficile. Voilà, on a montré une grosse solidarité et au final on est payé d'une victoire presque inespérée. Putain, c'est une grosse équipe de la poule. C'était premier. Voilà, on avait mis un schéma de jeu en place où bon, on savait qu'on n'allait pas faire du grand rugby, mais voilà, on était venu là pour faire un résultat, on l'a fait, et c'est une bonne chose pour nous. N'encaisser que 3 points chez le leader, réelle performance quand même défensivement costaud. Oui, très très costaud. Ils ont été solidaires vraiment tout au long de la rencontre. Les Viennois, ils se frappent un sacré coup. C'était déjà les gagner à Yerkarkiran, mais là, aller gagner à Mâcon, très très grosse victoire. Du coup, en termes de classement, ça donne quoi? En termes d'objectifs, ça donne quoi? Ils sont dans le top 5 là. Donc pour l'instant, l'objectif, il était clair en début de saison, c'était le maintien. Ils venaient de monter de Fédéral 2. Mais là, pourquoi pas rêver d'un peu plus, notamment s'ils sont aussi solides à domicile. Voilà, on suivra bien entendu la saison de Vienne, mais également de Bourgoin, je vous le disais, qui a gagné. C'était assez incroyable. Ces Bergéliens à domicile, ils sont héroïques. On y reviendra plus tard dans la saison. Allez, sans transition, je me suis perdu. C'est le moment de la photo de la semaine. Et c'est une photo, Clem, je te rends la parole, une photo sur les parquets voironnais. C'est les parquets voironnais avec Mélanie Riondé, une des recrues du PBC, qui a fait tomber à la renverse cette équipe de Colomiers, tout comme tout le club voironnais qui est en très très grande forme, 4e du championnat. Oui, on peut peut-être saluer l'effet Jeff Salerno, arrivé au club. Depuis qu'il est arrivé, Voiron, en dehors du match contre le B7e, n'a pas perdu en championnat. Bravo au Pays Voironnais Basket Club. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie du Flash. Après, on peut faire aucune reproche à cette équipe parce que ce qu'elle a démontré aujourd'hui, c'est vraiment c'est énorme. Et malheureusement, comme on dit, les pénaltys, c'est une loterie. La loterie, c'est ou eux ou nous. Bon, leur gardien a tout sorti, nous on les a tous loupés. Bonne chance à eux. C'est vrai qu'à des moments, on a proposé des choses dans le jeu qui étaient vraiment bonnes et on les a vraiment mis en difficulté. Après, voilà, depuis le début de la saison et même depuis l'année dernière, on essaye de prôner le jeu avant tout. Donc on a essayé de continuer ce soir. L'idée, on voulait pas déjouer, on voulait pas reculer, se recroqueviller et attendre que ça passe. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de montrer des choses et d'essayer de faire rêver les gens ce soir. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, essayer de jouer au maximum. Dès qu'on a appuyé sur l'accélérateur, on a été capable de les mettre en grande difficulté, de marquer de très beaux essais. Et puis surtout, quand on était en place défensivement, on n'était pas en danger. Seulement, on a été très indisciplinés. Et on a été très faible dans nos temps faibles, donc voilà, le résultat 19-19, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors oui, effectivement, c'est une belle victoire et c'est surtout une victoire qui fait du bien. Je pense que ce qui nous a permis de vraiment de rester devant, c'est vraiment la défense. On a été vraiment concentrés sur la défense et de toute façon, les victoires, ça passe par la défense et on a été présents en défense. C'est un peu moi aujourd'hui qui suis dans la lumière, mais c'est le travail de toute l'équipe à l'avance. Parce que revenir à 2-2 quand il y avait 2-1 pour eux, c'était pas gagné, donc vraiment l'équipe a fait un bon boulot et moi j'ai terminé le travail. C'était un peu le rôle de gardien sur les pénaltys, donc c'était mon rôle, je l'ai fait correctement et on a gagné le match, on passe au 8e tour, c'était le plus important. Vers du brûle, l'égalisation. Raté Clem. Quel but en tout cas, quel but pour Céciné, quel
but pour Cessiné, cette tête à bout portant et l'égalisation de Cessiné ici du côté du stade Joseph Guetta. Avec l'avantage pour les Isérois, peut-être la frappe à venir des 25 mètres. Oh le but! Oh le but! Le deuxième but de cette équipe de Cessiné. Ah, c'est fou! C'est fou! 75 minutes et Cessiné qui est en train d'écrire son histoire. Cessiné qui met 2 buts face à une équipe de Ligue 1. Ouais, c'est signé, peut-être l'exploit à bout de bras. On en parlera tout à l'heure parce qu'on a vécu un mauvais moment dimanche, mon cher Mathieu. C'est le moment du bad trip. Le FC Grenoble, pourtant leader du championnat de Pro D2, leader pas largement, mais quand même avec un petit matelas d'avance, va se déplacer chez Perpignan, un des favoris, peut-être le favori de cette division, Mathieu. Et ben, on a été un petit peu déçus des Grenoblois qui ont tenu une mi-temps, puis alors qui ont littéralement explosé lors de la seconde période. Et oui, une bonne première mi-temps, ils rentrent au vestiaire en retard de 5 points, ça aurait même pu être 2 si la dernière pénalité passe. Et finalement, ils se sont écroulés en deuxième période. Ils sont carrément écroulés, même ils ont pris une sacrée valise. Et au final, ils ont perdu ce match. Mais il n'y a pas péril en la demeure, hein, ils restent en tête du championnat avec un petit point d'avance. On va retrouver quelques images de la rencontre chez nos confrères d'Eurosport. Mathieu, puisqu'on n'a pas les commentaires, c'est Grenoble qui a bien résisté dans cette première mi-temps, avec notamment 1 ou 2 essais, puis surtout de la vitesse dans le jeu. Beaucoup d'ingrédients qu'on n'a pas retrouvés après la pause. Le FCG comme complètement timoré après la pause. On s'est retrouvé, je sais pas, complètement à côté de la plaque, Mathieu. Ouais, en première mi-temps, ils ont mis de l'intention dans le jeu. Ils étaient face au vent. Du coup, ils ont décidé de beaucoup jouer à la main, de relancer de leur propre 22. Et en deuxième mi-temps, avec le vent, ils ont décidé de jouer un peu plus au pied. Est-ce que c'est ça qui les a sortis de leur match? Paradoxalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont plus mis d'intention dans leur jeu. Alors après, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le FCG, c'était un petit accident de parcours. Alors on va dire, perdre chez Perpignan, c'est pas non plus le drame. Je pense qu'on peut, voilà, dans le tableau de chasse, dans le tableau de marche plutôt, ça fait partie un petit peu des éléments prévus. Oui, ça fait partie, je pense, des éléments prévus. Ils auraient peut-être aimé ramener au moins un point. Bon, ce n'est pas le cas, mais voilà, ils sont encore en tête. Il y a comme une bonne première mi-temps, il faut le souligner. Tout n'est pas acheté dans ce match, avec une défense agressive en première mi-temps. Et Perpignan, très très fort, notamment, qui a développé un jeu. L'USAP a développé un jeu proche du top 14. Ah oui, et moi, c'est vraiment la défense qui m'a impressionné dans ce match. En première mi-temps, il y avait les 2 défenses qui étaient vraiment au niveau. En deuxième, que celle de Perpignan, mais dans chaque ruck, il y avait des mains qui grattaient les ballons, les plaquages, ils étaient solides. C'était vraiment un match très costaud des Catalans. Allez, le FCG reste leader. L'occasion pour moi de saluer mon vieil ami Riton Gagero, que je salue bien bas. Je sais qu'il nous regarde. C'est le moment de parler football. Allez, c'est la chronique de LSD. Alors, ce foot, les gars, il y a eu beaucoup d'émotions, des grandes émotions, des émotions un petit peu moins grandes, en tout cas un peu plus tristes. Seb, toi qui étais assassiné, on t'a vu tout à l'heure partir dans tes cordes vocales. Quel match du côté de Cessiné? Quel match aurait pu être l'un des plus grands exploits, on l'a dit tout à l'heure, de ces dernières années. Cessiné qui recevait donc Bourg-en-Bresse, équipe de Ligue 2. Et Cessiné qui joue. Et Cessiné qui joue en R2. Donc c'est vraiment 5 divisions d'écart. Donc c'est quand même énorme. Et ça s'est joué dans les toutes derniers instants. Cessiné qui a même mené au score pendant 3 minutes. Comment ils peuvent mener 2-1 et la craquer sur la fin alors qu'ils avaient fait le plus dur? Déjà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, ils ont fait rentrer, on va dire, l'équipe de Bourg-en-Bresse, leurs meilleurs attaquants, leurs meilleurs éléments à la fin de la rencontre. Et puis, il y a quand même la fatigue qui joue. Quand il y a 5 divisions d'écart, on ne s'entraîne pas de la même façon toute la semaine. Et on les a sentis un petit peu plus frais quand même, les joueurs du FBBP 01 dans les dernières minutes. Clément, par contre, cette équipe professionnelle qui n'a pas forcément tenu son rôle. On en attendait beaucoup plus. On attendait beaucoup plus. Avant le match, on parlait beaucoup d'un score large. Et pourtant, là, je pense qu'ils sont venus un petit peu tranquillement en se disant que c'était une Régionale 2, c'était leur entrée en lice dans la compétition. Mais voilà, ils sont tombés sur une équipe qui avait du cœur, avec une ambiance magnifique.
un accueil, on aurait dit qu'on était en national au Stade des Alpes quand ils nous ont reçus, vraiment, on peut le souligner. Et vraiment, c'est une équipe qui peut aller très très loin cette saison, je pense. Tu as rencontré, toi, un ancien Grenoblois? Oui, Julien Bègue, qui est passé donc par le centre de formation avec Ruben Aguilar, avec plusieurs joueurs qui jouent maintenant, ou aussi Timothée Dieng qui joue en Angleterre, et il nous a un peu parlé du GF38. On va l'écouter tout de suite, c'était juste après, c'est signé. Depuis qu'il y a eu le dépôt de bilan à Grenoble, j'ai signé à Guingamp. J'ai fait 5 années là-bas, j'ai signé pro. Donc après, quand j'ai signé pro, j'étais prêté une fois à Boulogne, la première année. Et ensuite, j'ai fait 6 mois à Guingamp, j'ai joué où j'ai découvert la Ligue 1. J'ai fait quelques entrées. Et ensuite, j'ai été prêté à Bourg-en-Bresse et après, l'histoire elle a continué. Donc, je sais qu'ils ont fait un super résultat la semaine dernière contre Lyon-la-Duchère, où ils étaient à 9 ou à 10, je crois, un truc comme ça. Donc non, je continue à les suivre, donc non, c'est cool. On ne sait pas, seul Dieu le sait. Mais bon, en tout cas, non, ça fait plaisir qu'ils ont retrouvé un bon niveau. Le GF, c'est important, je pense, pour la ville, pour les supporters surtout. Donc non, c'est important. Voilà, c'était Julien Bègue, ancien joueur du Grenoble Foot 38. Alors on va faire un petit point sur les résultats de cette Coupe de France. C'était le 7e tour, il restait 4 clubs isérois. Guignon, qui était en N3, s'est imposé d'un tout petit but à la Tour Saint-Clair. On va y venir juste après. Grenoble s'est imposé du côté d'Annecy 3-1. La logique était respectée. C'est Ciné, on l'a dit, qui s'est incliné 2-3 à domicile. Et la Vallée de la Grèce, qui était à deux doigts de l'exploit, Sébastien, perdre au tir au but contre une équipe d'un niveau supérieur, c'est compliqué. À chaque fois, c'est la logique qui a été respectée finalement sur les 4 rencontres, mais on l'a vu tout à l'heure sur les images, l'équipe de Vallée de la Grèce qui perd sur ce coup, non, la Tour de Saint-Clair, qui perd face à Guignon sur un coup franc malheureux. Les tirs au but pour Vallée de la Grèce, voilà, ça s'est pas joué à grand chose et on aurait pu pour le 8e tour avoir encore plus de représentants. On rappelle qu'il y aura 88 qualifiés pour le 8e tour, c'est déjà pas mal qu'on en ait déjà. Il n'en reste plus qu'un, c'est le GF38. Tirage demain. On a quelques images des buts justement de ces 4 rencontres. Clément, le GF38 qui a tenu sa position du côté d'Annecy en s'imposant 3-1 après avoir été mené au score quand même par les coéquipiers de Nassim Akour, 1-0. C'est ce que j'allais dire. Ils se sont fait peur, les joueurs du GF38, mais malgré tout, ils ont assuré l'essentiel avec notamment un grand Florian Sotoka. Et du côté de Annecy, Hugo, je crois que tu as vu un Jacob qui avait été contacté cet été par le GF38 et c'est du très très lourd, on sait. Ouais, Annecy qui a une belle équipe, Grenoble qui a dû s'employer, mais qui finalement à la régulière s'impose. Tu le disais, Seb, tirage au sort, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Grenoble comme tirage? Déjà recevoir, ça serait déjà pas mal. Et puis alors après, ça va encore se jouer sur du géographique. Ça sera des équipes qui sont assez proches de Grenoble. Une Ligue 2, alors on va avoir Bourg-en-Bresse également. Clairement a été éliminé. Sochaux. Donc Sochaux, pourquoi pas, au Stade des Alpes, ce serait bien en tout cas de pouvoir accueillir une grosse rencontre. Auxerre aussi, la J Auxerre, ouais. La J Auxerre, ça pourrait être sympa. Voilà, le dernier club, c'est le GF38 qui du coup jouera quand même sur 2 tableaux, la montée en Ligue 2 d'un côté et ce 8e tour de Coupe de France. Pas un problème ça quand même. L'année dernière, ils sont montés en national en ayant joué sur les 2 tableaux puisqu'ils sont allés jusqu'en 32e de finale. Donc c'est pas un problème, c'est ce que disait Olivier Guégan. Tant que c'est des matchs le week-end, c'est pas un souci, c'est plus quand ça arrive des matchs en semaine que ça se complique un petit peu parce que du coup ça fatigue un peu plus les joueurs. Allez, direction l'agenda de la semaine prochaine avec du basket et le BCTM qui reçoit un très gros morceau. C'est Monaco qui vient du côté de Mélan. Perpignan, lui, accueillera les Voironnaises. Les 2 matchs à suivre en direct sur LSD. À suivre également en hockey, un derby Villars qui reçoit Vaujany. Un derby original, Mathieu. Oui, puisque Vaujany, c'est la réserve des BDL, donc ça va être un derby un petit peu à l'ancienne, à la patinoire André Ravix. Ouais, ça va faire du bien, ça va sonner un petit peu dans cette patinoire. Grenoble en volée reçoit Fréjus. Clément, il va plus falloir se louper parce que Grenoble est dernier de la 3e division française. Dernier, les joueurs du Duc qui reçoivent une nouvelle fois un gros morceau avec Fréjus, 2e du championnat. Allez, la suite du calendrier avec du rugby, c'est la reprise du championnat fédéral 1, 2 et 3, enfin surtout 2 et 3, avec quand même à suivre sur LSD le VRDR en déplacement compliqué à Tarbes, CSBJ en déplacement très compliqué à Albi, Vienne qui reçoit Dijon pour poursuivre et pourquoi pas ça remonter au classement. Et là, on commence les derbies, mes cocos, avec un Vinay-la-Bièvre. Sous la neige. Et peut-être sous la neige dimanche, ainsi qu'un Rennes-Giso. Là, on a 2 derbies à moins de 10 km, ça va être très intéressant dimanche. D'ailleurs, dommage que les 2 se jouent dimanche. C'est ça.
ira limiter les dégâts du côté de Toulon. Ça va être très compliqué. Le dernier contre le premier. Ampuy reçoit le RCVT. Saint-Jean-de-Bournay se déplacera chez l'US de Pont avec Valentin Barre au commentaire pour LSD. La Suida recevra Saint-Marcelin. Allez, on termine avec du foot. Le Grenoble qui retrouve le championnat national avec la réception de Laval. Les filles de Grenoble qui se sont imposées à Saint-Etienne. Seb, un exploit retentissant. Ouais, elles sont énormes en ce moment. À Saint-Etienne qui vient de D1, donc c'est vraiment un exploit retentissant. Victoire 1-0 ce week-end. Bon, on espère que ça continuera. Ça sera, je pense, du côté de Moirouan la rencontre, puisque plus de stade Lédigard. Au stade Colette-Besson, le GF38 qui joue peut-être la montée dans l'élite. Allez, on va passer au dessin de la semaine. Et un dessin qui met à l'honneur les Amazones du FCG. Et pour mettre à l'honneur les Amazones du FCG, on a mis peut-être l'homme qui admire le plus le travail des femmes en France, Éric Zemmour. Que pensez-vous des Amazones quand on sait comment il aime l'égalité homme-femme? Éric Zemmour qui répondra, bien entendu, que c'est compliqué pour lui de l'admettre, mais là, il fallait bien le dire. Les Amazones, elles déchirent tout et on les salue. Allez, on se retrouve dans 3 minutes. On va parler de poils, on va parler d'ours avec Frédéric Bertrand et Pilou Simoneau pour les ours de Villars. À tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau d'LSD Le Maguin pour la 50e. On va parler de hockey sur glace et avec un des clubs les plus anciens du coin, Mathieu, le club du plateau qui a formé moult joueurs, même qui sont passés par l'équipe de France, les Ours de Villard-de-Lans. Ouais, pour citer des joueurs actuels, on peut penser à Damien Fleury qui excelle en équipe de France, donc les Ours de Villard-de-Lans qui sont parmi les clubs les plus formateurs de France. Les Ours de Villard-de-Lans, à faire un petit retour en arrière, qui jouent en Magnus il n'y a pas si longtemps. Et quand on suit ça de loin, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a explosé, ils en sont où exactement? Alors le club de Villars, maintenant il est en D2, donc c'est-à-dire la 3e division de hockey français, vu que dans le hockey on fait rien comme tout le monde, donc la D2 c'est la 3e division. Et oui, ils sont tombés financièrement après de nombreuses années passées en Ligue Magnus. Le club est descendu donc directement en 3e division sans passer par la 2e. Voilà, et on reçoit, nous, ceux qui viennent à relever ce club. Je nomme Frédéric, qui adore qu'on l'appelle comme ça, Bertrand, le président. Frédéric Bertrand, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, ouais. Et Pierre-Antoine Simoneau, dit Pilou, l'entraîneur, joueur, manager, poseur de bâche. Il essuie la glace, il fait surfaceuse également. Il prépare à manger aux joueurs, il fait le lit, il nettoie les chaussettes. Il conduit le bus. Et il conduit le bus. Comment ça va, Pierre-Antoine? Pilou. Ça va très bien, merci. Ouais. Multitâche. Ouais, un peu couteau suisse dans un petit club où on a tous un peu différents rôles à manager. Et du coup, à Villard-de-Lans, c'est ce qui se passe. On fait avec les moyens qu'on a. Du coup, on s'investit tous à 100% dans nos tâches. Bon, on va parler un petit peu du club et de vos parcours. C'est la mise au banc chez LSD. Bon, mon cher Mathieu, on va commencer par celui qui a le plus joué au hockey. On parlera du parcours atypique du président Frédéric Bertrand juste après. On va attaquer du coup par Pilou. Pilou qu'on a connu à l'époque, que moi j'ai connu à l'époque où il jouait à Grenoble. J'avais même commenté des matchs avec lui. Que tu étais blessé, bien entendu. Pilou qui a une carrière intéressante, qui a joué, qui a pas mal navigué quand même dans le championnat. Ouais, tout à fait. Il a été formé à Nantes, si je ne me trompe pas. Ensuite, il est parti à Angers pour ses premiers matchs en Ligue Magnus. C'est là-bas qu'il a été formé. On a quelques photos, je crois, en même temps. Ouais, on a quelques photos. On aura aussi des images du côté d'Angers tout à l'heure. Ensuite, il est passé par Mont-Blanc. Il a joué en Magnus à Mont-Blanc. Il est retourné à Angers. Puis il est arrivé à Villars il y a maintenant 8-9 saisons, c'est ça 8 ans. Entre-temps, il a fait une saison à Grenoble quand Villars est descendu en D2. Puis il est tout de suite revenu sur le plateau avec l'objectif de devenir entraîneur très vite. Et maintenant, c'est le cas puisqu'il est entraîneur, joueur et aussi éducateur des plus jeunes. Ouais, il a tout dit ou pas? Il a tout dit. J'affûte les patins aussi de temps en temps. Mais alors, Nantes, Nantes, c'est pas une région pourtant propice au hockey, ou alors je me trompe? Si, à l'époque, il y avait un pôle espoir à Nantes. Donc, c'était un club formateur, notamment Florian Hardy, qui était formé à Nantes. Donc, non, c'était un club de hockey, formation. Et puis, petit à petit, ils ont des problèmes aussi financiers, un peu comme pas mal de clubs dans le hockey français.
Comment tu tombes dans le hockey quand tu es à Nantes? Comment on arrive à faire du hockey? Moi, ça a été très simple. Mon voisin, son grand frère faisait du hockey. Donc, du coup, je me suis inscrit comme lui à essayer à l'âge de 6 ans. Donc, voilà, j'ai adhéré au hockey. Après, je continuais à ajouter un foot aussi à l'époque. Donc, à 11 ans, je devais faire un choix parce que j'avais l'occasion aussi de rentrer au centre de formation FC Nantes au foot. Et non, je préférais le hockey. Donc, voilà. Et dans ta carrière, tu es passé par de nombreux clubs. Il y en a un ou deux qui t'ont marqué un peu plus, sans parler de Villars, dans lequel tu es aujourd'hui? Alors, les clubs qui m'ont marqué, c'est Mont-Blanc, parce que c'est Harry Salo, qui est actuellement l'assistant coach à Rouen et qui s'occupe des vins, qui m'a lancé dans le grand bain. Donc, pour moi, Harry a vraiment m'a donné un peu l'élan pour faire ma carrière. Et puis, Grenoble m'a aussi marqué par son infrastructure, sa pression. Et puis, j'avais surtout un entraîneur, Richard Martel, qui était, on va dire, un entraîneur que tu n'oublies pas. Ah, tu as apprécié, toi, l'année avec Richard Martel? Oui et non. J'y ai eu des côtés positifs et des côtés négatifs, mais c'était un entraîneur qui avait une exigence comme personne ne peut avoir, et qui allait chercher le meilleur de ses joueurs. Tu pouvais très bien faire un bon match, et après le match, il allait te détruire en disant « mais t'as joué comme une merde ». Donc il arrivait à sortir les meilleurs sur chaque joueur. Mathieu, il est passé également par un autre club où il a laissé des traces, Pilou. Ouais, surtout dans les émissions de télé locales. On l'a notamment retrouvé des vidéos avec tes colocs de l'époque à Angers. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Voilà. J'étais jeune. Hein. Voilà, on va revoir ça. Merci, c'est sympa le cadeau. particulièrement succulent. Ouais. Bonjour, salut. Ça va? Ouais, alors on est dans le repère de la coloc des 3 hockeyeurs. Ouais. Donc Julien, Kevin et moi, Pierre-Antoine. Donc là, le salon. Les 3 garçons se connaissent bien. Ils jouent ensemble en équipe de France Jeunes depuis plusieurs années. Tous les mercredis après-midi, c'est question pour un champion à la télé. Sinon, leur vie est rythmée par le hockey. Et évidemment, à vivre ensemble, ça renforce encore les liens. Par exemple, avant les matchs, on fait un sorte de petit foot, petit jeu d'équipe de balle. Et dès qu'il y a un de nous qui est éliminé, on a éliminé la coloc, quoi. Ça serait bien que tu rendes mon livre de Platon quand même. J'aimerais bien. Je l'ai lu, La République, c'est pas mal, mais je suis en train de lire Platon. Justement, dans les deuxièmes aventures de Platon, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du chapitre final? J'ai pas lu Platon, c'était Julien qui... Honnêtement, c'était une blague, vous êtes payé la tête des journalistes. Exactement. Ouais. En fait, avant, on savait très bien qu'ils allaient venir, donc du coup, on avait préparé un peu une mise en scène. D'accord. Question pour un champion non plus. Et puis, on voulait relever un peu le hockeyeur qui est un peu bête en lisant Platon. Donc bon, en tout cas, ça... Voilà, on sent qu'à Villars, on a recruté des gens de qualité. Alors, il faut dire que quand on connaît un peu maintenant le président, eh ben, on peut le comprendre. Déjà, il fallait avoir les coronesses pour reprendre ce club dans l'état où il était, Mathieu. Et oui, il fallait avoir des coronesses pour passer, dès sa première expérience de coach, être joueur et coach. Je parlais du président, qui reprend. Et les deux, autant le président le président. Et le président, oui, effectivement, le club n'était pas dans un état, dans le meilleur des états financièrement et administrativement. Il pourra nous en parler. Et il a repris ça. Et malgré le fait qu'il bosse à côté, il tente de faire son mieux pour le club. Alors, Frédéric, ça va? Ça va, ouais. Alors, Frédéric, Mathieu, il a un parcours complètement atypique. Il a, on a retrouvé des photos également. Il a notamment participé aux Jeux Olympiques, tout simplement. Oui, il a participé aux Jeux Olympiques de 1992 à Albertville en luge, puisqu'à la base, il est hockeyeur et également lugeur. Et donc, il a fait les Jeux Olympiques de 92. Il a fini 32e, on peut le dire, de l'épreuve en simple. Et ensuite, il a été président de la fédération de bobsleigh. Et il a fini par être président de Villars-de-Lans. Frédéric, il va falloir nous expliquer où sont passés les cheveux, là. Il y a eu un manque. Oui, tu disais, pardon, Mathieu, excuse-nous, on a été pris par la qualité photo capillaire de Frédéric Bertrand. Oui, donc, quand même, passer par les JO, Frédéric, les JO, c'est incroyable. Tu as fait les JO, tu as terminé, je crois, dans 30e, 36e. L'important, c'est de participer. Voilà, comme le disait Pierre de Coubertin. Il a très bien fait de le dire, d'ailleurs. Tout à fait. C'est exactement ça. Moi, je vais résumer les Jeux Olympiques en 88. Je regarde l'ouverture de Calgary à 2h du matin. Je dis qu'ils ont l'air un peu bêtes, quand même, de saluer en faisant avec une main comme ça, en rentrant. 4 ans après, je rentre dans le stade, j'ai les 2 bras en l'air. Voilà, c'est les Jeux Olympiques. C'est un souvenir incroyable. Tout à fait. Il y a les Jeux et toute la préparation qui va avec. Et
c'est vraiment quelque chose de très très bien. J'imagine que rentrer en plus sur des JO en France, c'est quand même. Mais alors, le pays organisateur rentre toujours dernier. Et comme déjà à l'époque, les lugeurs étaient des vilains petits canards, on était en plus dernier des derniers, quoi. Donc on est rentré, on a fait la clôture de l'ouverture. Tu as toujours été du plateau, tu as toujours été de Villars. Alors, en fait, moi je m'appelle Bertrand. Oui. D'accord. Mais depuis le XIVe siècle, je fais partie de la famille des Baudouins, donc je suis de Villars, on peut le dire. Tu veux rajouter quelque chose sur Frédéric? Oui, tout à fait. Quand on passe de lugeur, où les conditions à l'époque pour s'entraîner, pour voyager dans toute l'Europe, pour aller faire les compétitions, elles étaient dantesques. Hein. Tu nous l'as raconté plusieurs fois. Hein. Tu faisais des voyages tout seul en camion de France jusqu'en Lettonie, en Suède, en Finlande. Et aujourd'hui, maintenant, c'est toi qui organises les voyages des joueurs. Des fois, tu dois bien rigoler quand ils se plaignent un peu. Oui, c'est marrant cette petite anecdote. Oui, c'est vrai. Nous, on faisait 25 000 km par an, quand on veut dire le trafic à deux, et on enchaînait sur une Coupe du Monde. On allait en Lettonie, tout ça. C'est vrai que là, maintenant, des fois, on dort pas bien, il fait trop chaud, il n'y a pas de vidéo, et là, il n'est pas couchette. Bon, c'est pas grave, on s'adapte. Hein. Tu sais ce qu'il y a d'autre qui est marrant, Frédéric? C'est la vidéo de Frédéric Bertrand qui fait de la luge. Alors on va la regarder, cette vidéo, Frédéric, et tu vas nous la commenter, peut-être même, Frédéric. Proportionnellement, ça va un petit peu moins vite. Et là, mais c'est quelqu'un qui ne tu peux commenter, hein, même si tu as des choses à dire. Mais celui qui est là, il parle très bien, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup moins de jeux on peut latéraux. le dire, c'est l'entreprise que tient Frédéric. Hein, le Ludipark, c'est une entreprise où il y a une piste de luge en plastique sur l'ancienne piste de luge des Jeux Olympiques. Il y a Slip Kangourou, je crois d'ailleurs, qui faisait office de short à l'époque pour Frédéric Bertrand. C'est pas mal tout ça, Frédéric. Ce que je te propose, c'est qu'on en apprenne un peu plus avec toi. C'est le moment fatidique du deal LSD. Alors, on sait que ton entraîneur Pilou adorait Question pour un champion. On va se mettre en condition de Question pour un champion. Des questions très simples, très simples. Pas de réflexion, tu dois donner une réponse immédiate et tu pourras peut-être t'expliquer après. Est-ce que tu es prêt, mon cher Frédéric? Je sais pas. Je connais pas tout. Mais oui, ça va. L'indice s'inscrit en bas de votre écran, numéro 6-9, pour ceux qui comprennent. C'est parti. OK ou luge? Les deux. Les deux. Non, pas les deux. OK. Regardez Rasta Rocket à Cagliari ou faire équipe avec Albert de Monaco? Rasta Rocket à Cagliari. Pourtant, son Altesse Sérénissime. Non. Non, t'es sûr? Non. Ça aurait été sympa quand même. Oui, non. Non, jamais. Tu lui as serré la main un jour? Je le connais, mais non. Les ours de Villars qui montent en D2 ou l'équipe de France vice-championne du monde? Les ours en D1. Les ours en D1. Oui, bien sûr. Gagner la Coupe de France ou être champion olympique de luge? Avec Villars. On va parler de choses réalistes, c'est quand j'ai existé, gagner la Coupe de France de hockey. Wayne Gretzky ou Sidney Crosby pour les fans de hockey? Crosby. Forcément Crosby ou Pierre-Antoine Simoneau? Il n'y a pas débat. Pierre-Antoine Simoneau. Simoneau ou Sedlak? Simoneau. Sedlak ou Simoneau ou l'ancien président Smagnotto? Salut. C'est pas... On reste dans le sportif, c'est Sedlak. Oui. Verre de pastis ou verre de vin? Là, j'aimerais bien dire les deux. Eh oui, verre corps ou verre plein? Oh, c'est nul. Écrit par Mathieu Brosson. Verre plein. Allez, dernière question. Être champion avec 11 étrangers ou jouer la descente de D2 en D3? Avec que des joueurs français. Avec que des joueurs français. Villars, c'est un peu comme Valence. À ce moment-là, on a un V dans le dernier, mais que avec des Français. Ouais. Et une réponse qui nous convient. D'ailleurs, Mathieu, on va pouvoir enchaîner sur ce sujet qui est un sujet un petit peu grinçant dans le monde du hockey. Pilou, toi, particulièrement, en tant que coach, tu y es un petit peu sensible. Est-ce qu'il y a trop de joueurs étrangers dans les championnats français de hockey sur glace? Alors, dans les championnats... Je dirais qu'en Magnus, ça me chagrine pas trop parce que le niveau a quand même vachement évolué et qu'il y ait des joueurs étrangers de moitié, on va dire, d'effectifs, ça me dérange moins. Par contre, dans les divisions inférieures, oui. En D1, soit proportionnellement un peu moins aussi, mais par contre, en D2, quand tu joues contre des équipes qui a 10, 11 étrangers, pour moi, c'est illogique. Et pour que le hockey français évolue
et que pour que les jeunes ont du temps de jeu, il faut jouer avec beaucoup moins d'étrangers. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais du coup... Je ne demandais pas ton avis, non. Non, mais j'allais enchaîner sur une question. D'accord. Mais du coup, les équipes, c'est souvent ce qu'on rétorque à ceux qui pensent comme toi qu'il faut plus de Français. Les équipes comme je sais pas, comme Amnéville, par exemple, qui n'a pas beaucoup de formation, comment ils font pour trouver plus de Français? Je pars du principe qu'ils arrivent quand même à faire venir des joueurs étrangers avec une enveloppe financière. Donc pourquoi pas les faire venir des Français qui sont quand même compétents, en proposant un travail comme ils font avec les joueurs étrangers. Sachant que les joueurs étrangers qui alimentent le championnat de D2, quand on a 11, tu n'as pas forcément les 11 qui sont meilleurs que tes Français. Donc à toi de trouver en sorte et à toi de faire aussi un plan sur plusieurs années pour pouvoir être bon dans la formation. Et c'est ce qui nous manque en France aujourd'hui, la formation. Donc certains clubs misent que sur l'équipe première, mais je pense qu'il ferait mieux de miser aussi un peu sur la formation pour pouvoir après avoir un vivier de jeunes Français qui leur coûteront moins cher que de prendre des étrangers. Président, c'est possible de retrouver un jour du hockey pro à Villars ou pas? Alors en Ligue Magnus, non, parce que le standard actuel, c'est clair, net et précis. Il faut de patinoire, il faut au moins 1,5 million d'euros de budget, c'est impensable. Et puis, qui nous dit que ça va continuer comme ça dans les prochaines années? Alors peut-être qu'on sera professionnel et être dans une première division, mais pas comme c'est maintenant. Tu penses que la Magnus actuelle, elle est un petit peu trop calibrée? Je pense que oui, surcalibré. Je pense que, c'est peut-être entre guillemets pété plus haut que son cul d'avoir fait une Ligue Magnus comme ça, parce que on se dit professionnel en jouant 44 matchs dans la saison, alors que les patinoires ne se remplissent pas. Puis encore, les patinoires elles sont quand même petites. Les vrais pros de l'autre côté de l'Atlantique, c'est des 20 000 places, quoi. Là, 2500, 3500 pour les plus grosses, financièrement, c'est pas viable à long terme, et on le voit, tous les ans, il y a des soucis. Il y a Dijon cette année, l'année prochaine, il y en aura d'autres. Et puis, on passera peut-être par des villes où il n'existe même pas le hockey. On fait bien du hockey à Las Vegas maintenant. Ah, il faut que je te coupe parce que, Mathieu, j'ai un appel dans l'oreillette de quelqu'un qu'on adore chez LFD parce qu'il s'appelle Drogue. Et nous, on adore les mecs qui aiment LFD. Qui avait des choses à dire. C'est le moment du pot belge. Alors j'ai dit le pot belge, en parlant de drogue, bien entendu, c'était le pote belge. Et je crois que tu as un pote belge qui avait une question pour toi, Pilou. Elle était maquillée. Salut Pilou, écoute, au match contre Chambé, quand tu as mis ton superbe but, tu nous as fait une superbe célébration. J'aimerais bien, en tant que poulain de M. Simoneau, que tu me remontres cette belle célébration. Et nous aussi. On peut pas montrer une célébration comme ça. C'est dans l'euphorie, je sais même plus ce que j'ai fait. Je sais même plus ce que j'ai fait. Mathieu, il va t'aider. On l'a remontré, c'était un bisou vers le public. Allez, montre-nous à peu près, ça donne quoi? Ça donne une célébration sur la glace, puis après un petit bisou envolé au public. C'est pour le public. Ça. Là, il l'a fait classe, Robin me l'a pas montré comme ça. C'est-à-dire Ouais, il l'a fait d'une certaine manière. D'accord, on en parlera. Le président a dû apprécier. Je sais qu'il apprécie d'ailleurs ce genre de choses. On a un deuxième appel pour toi, Pilou. Salut mon Pilou, Flo, écoute, plaisir. Demain, petite interview, on a pensé à toi. Du coup, moi, je voulais juste te dire un truc, c'est que j'ai le cœur sur la main, gros. Tu le sais, hein? Le cœur, les couilles et la tête, gros. On l'oublie pas, ça, hein? Et c'est quoi la question du coup? La question c'était... Il n'y a pas de question. Si, il y en a une, c'est comment tu connais ton anatomie niveau cœur, on est comment? En fait, c'était mon speech d'avant-match contre Marseille et je leur ai parlé du cœur, de la tête et des coronesses. Et du coup, quand j'aurais parlé du cœur, j'ai mis la main droite. Ah oui, d'accord. Le cœur droit. Donc, ouais. C'est l'émotion? C'était sur mon émotion. Ouais. On va voir également si l'émotion vous perturbe dans le fameux maintenant et le très regardé, très demandé, le toujours copié, jamais égalé, C2F. Je dis ça bien entendu parce que nous également on a copié, rien ne s'invente dans ce monde. Voilà, mon cher Frédéric, un petit papier. Il va y avoir un texte avec des trous et tu vas devoir le lire et combler ces trous. C'est parti, est-ce que tu es prêt? Sans réfléchir comme d'habitude, c'est parti. Oui, mais j'ai pas de lunettes. Ah. Il a pas de lunettes. Ça va être compliqué. Tu peux vraiment pas dire? Ah non, je peux. Là, je me fais vieux. Hein. On commence avec du football et la Coupe de France.
une super équipe iséroise. C'est... Et t'as pas le droit de réfléchir. Ce qui vient. C'est... C'est 8 au 8e tour, le GF38 a battu Annecy, tandis que l'AS Saint-Etienne, valet de la Gironde, et la Terre, oui. c'est... Oui, aïe, aïe. Non, Saint-Cheminés sont éliminés. D'accord, alors je comprends hein, qu'à Villars, c'est compliqué la lecture. Mais c'est dur de ce petit jeu-là. On va essayer de faire mieux. On termine avec un deuxième pour toi, Pilou, puisque le président a pas ses lunettes. Voilà, c'est parti. En rugby, le FCG s'est reposé sur la pelouse de Perpignan, mais reste premier de Première Ligue. L'espoir revient au CS Vercors, vainqueur chez le... CS Vercors. Chez le... Oui, le... Allez. Le loup. Le loup Macron, ouais. Enfin, notons le résultat positif des Castors de Gland. Des Castors de Gland. De Bourgoin-Jallieu qui l'ont emporté. Eh ben, merci beaucoup, Pilou, pour ce grand moment d'intellectualité. Mathieu, je comprends mieux maintenant le ressenti que tu avais en revenant de Toulouse. Menteur. J'ai dit que j'avais passé une très bonne journée avec l'équipe qui sont très sympas. C'est pas du tout ce qu'il a dit. On vous remercie en tout cas, messieurs, d'avoir fait le déplacement chez LSD Le Mag. On vous souhaite le meilleur du côté de Villars. J'ai une dernière question pour le président. Si on est champion, on monte ou on monte pas? On montera si la fédération nous autorise à monter. Mathieu, un petit mot par rapport à ça? Eh ben, on espère que la fédération réussira à monter. Merci beaucoup. Pierre-Antoine Simoneau, Frédéric Bertrand et Mathieu Brosseau étaient là. À LSD Le Mag, c'était la 50e. À la prochaine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.